L'histoire d'aujourd'hui est des histoires. Je vais vous parler d'enfants qui ont disparu dans des circonstances vraiment étranges. Ces enfants ne se connaissent pas et n'ont pas disparu dans la même région, et parfois même pas dans le même pays. Le seul point commun entre eux, c'est que la dernière fois qu'ils ont été vus, ils cueillaient des baies. Ces histoires ont été répertoriées dans le livre Missing 411 de David Paulides, qui est un ex-inspecteur qui a remarqué que bien des disparitions et bien des réapparitions se produisent dans des circonstances trop étranges. Et du coup, il a décidé d'en faire un livre, enfin d'en faire plusieurs séries de livres. Bien sûr, si vous aimez les histoires étranges, creepy, mystérieuses et incroyables mais vraies, vous êtes au bon endroit, car c'est pile ma spécialité. J'adore lire sur ce sujet et vous partager mes découvertes, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager et me donner votre avis en commentaire. Ça m'aide vraiment dans le référencement de ma chaîne et ça m'encourage aussi d'avoir un retour de votre part. Sur ce, passons aux histoires de cueilleurs de baies. Moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Les Hamilton vivaient au Saskatchewan, dans la petite municipalité d'Elrose. Le 7 juin 1928, le couple Freeman-Hamilton sont allés cueillir des baies au sud de la ville. Ils avaient leur fils Eddie, alors âgé de 2 ans, avec eux. Ils ont débarqué sur un terrain plat qui s'étend sur 4 kilomètres au sud jusqu'aux collines White Bear qui délimitent le lac White Bear. Dans cette zone, il y a 3 petits lacs étroits d'environ 2 kilomètres de long. Des collines bordent les lacs de chaque côté de manière à ce que les lacs soient à l'intérieur d'une petite vallée. Dans ce terrain vague, il y avait une forte densité de baies. Du coup, à peine descendu de voiture dans cette zone clairement ouverte et avec une bonne visibilité, le petit Eddie a immédiatement couru vers une certaine direction et ses parents l'ont momentanément perdu de vue. Ne le voyant nulle part, ils ont immédiatement commencé à l'appeler, à le chercher, mais sans jamais avoir de réponse. Les Hamilton ont fouillé la zone plusieurs fois sans trouver aucune trace d'Eddie. Complètement désemparé, le père est resté sur place à chercher, alors que la mère est allée alerter la police. La GRC est arrivée rapidement et avant le crépuscule, une grande battue avait commencé. En 24 heures seulement, les recherches ont mobilisé plus de 250 personnes qui se sont investies à retrouver Eddie sans aucune pause, même pas pour dormir. C'était quasiment du 24 heures sur 24 non-stop. Les autorités ont même mobilisé des avions qui ont ratissé la zone à basse altitude afin de pouvoir spotter n'importe quel mouvement au sol, mais malheureusement, rien n'a été détecté. Plusieurs articles ont qualifié cette battue comme étant la plus importante de l'histoire de la province. Elle avait duré plus de 3 mois avec plus de 2000 personnes participant à l'effort de recherche entre policiers, secouristes et bénévoles. Mais mis à part des empreintes de pas dont je vais vous parler juste après, rien n'a été trouvé. Aucun vêtement, aucune autre empreinte, ni aucun témoin. Concernant les empreintes maintenant, une semaine après la disparition d'Eddie, les chercheurs ont trouvé des empreintes de bottes et des impressions de talons. Mais bien que les champs de blé et les sous-bois sur des kilomètres autour aient été soigneusement passés au peigne fin, aucun autre indice n'a été trouvé. 5 mois plus tard, plus précisément le 25 octobre 1928, un chasseur de canards était sur le lac White Bear à environ 5 km et demi de l'endroit où Eddie avait disparu. À un moment donné, le chasseur a regardé l'eau et y a vu une petite figure flotter. C'était le corps inanimé d'un enfant. L'homme a appelé la police et le corps a été repêché. Vu l'historique de la disparition d'Eddie, ses parents ont immédiatement été appelés pour identifier le corps. Et malheureusement, c'était bien lui, Eddie. Plusieurs articles de presse ont parlé de cette macabre découverte, mais aucun n'a mentionné l'état du corps ni l'étrangeté de l'endroit où il a été découvert. Car le fait qu'Eddie Hamilton ait été trouvé au lac White Bear, encore une fois à plus de 5 km de distance de là où il a été vu pour la dernière fois, ça signifie qu'il a dû escalader une montagne de 549 mètres d'altitude, ensuite descendre dans une vallée, puis dans l'eau, et avouons-le, c'est assez demandant pour un petit garçon de 2 ans de faire tout ça.
En plus, comme je vous l'ai expliqué au début d'histoire, il y avait énormément d'autres petits lacs dans la zone de la disparition dans laquelle il aurait pu facilement tomber, mais ça ne lui est pas arrivé. L'idée qu'un petit poupon de 2 ans puisse marcher presque 5 kilomètres à travers des fourrés, des broussailles et toute une montagne sans jamais entendre les hurlements frénétiques de ses parents qui l'appelaient est vraiment difficile à croire. Si vous trouvez ce cas étrange, attendez d'entendre celui qui suit. Le 8 avril 1932, Wesley David Piatot, qui n'avait que 7 ans, cueillait des myrtilles avec sa mère et sa grand-mère sur Strawberry Mountain, à l'extérieur de Nespelem, dans l'état de Washington. Donc là, on est aux États-Unis. En fin d'après-midi, Wesley s'est un petit peu éloigné de sa mère et de sa grand-mère, qui ont été tout d'un coup affolées lorsqu'elles l'ont entendu crier à 2 reprises. Les 2 femmes se sont immédiatement dirigées vers l'origine des cris, à la recherche de Wesley bien sûr, mais aucune trace du garçon n'a été trouvée, comme s'il s'était évaporé dans les airs. En 2 jours, 50 cavaliers ratissaient Strawberry Mountain à la recherche de Wesley ou de n'importe quel indice qui pourrait les aider à le retrouver. Mais rien n'a été trouvé encore une fois. 45 ans après la disparition de Wesley, soit le 19 octobre 1973, James William Duffy Jr., qui avait aussi 2 ans, a disparu à Leavenworth à Washington dans des conditions étranges et dans des circonstances étrangement similaires à celles de Wesley. Jimmy campait avec ses parents et sa sœur cadette à Peavine Creek au bord de la rivière Little Wenatchee. Ses parents l'ont laissé endormi avec sa sœur et leurs 2 chats dans leur camping-car et ils sont allés chercher du bois de chauffage. Ils étaient à environ 200 mètres de leur campement quand ils ont entendu un cri. En fait, ils ont entendu leur fils crier à 2 reprises, comme pour Wesley. Affolés, ils ont accouru vers leur tente, chose qui ne leur a pris que quelques minutes. Mais une fois sur place, ils ont constaté, horrifiés, qu'il n'y avait plus aucune trace de Jimmy. Ce qui est étrange ici, c'est que, comme pour Wesley, il y a eu un cri par 2 reprises, comme je l'ai déjà dit, mais qu'une fois les parents sur place, la sœur de Jimmy dormait toujours à point fermé à l'intérieur du camping-car. La porte du camping-car était bien ouverte, mais les 2 chats étaient toujours à l'intérieur. Jimmy n'a pas dû aller bien loin, car même les chats n'avaient pas eu le temps de sortir. En plus, comment est-ce que c'est possible qu'un cri aussi strident, qui s'est étendu sur des centaines de mètres, n'a pas pu réveiller sa sœur ou perturber les chats juste à côté? La théorie la plus populaire pour Jimmy est qu'il a été enlevé. Cette théorie expliquerait la porte ouverte du camping-car et les cris qui seraient de Jimmy, du coup. Mais ici, la question qui viendrait à se poser est par qui, par quoi a-t-il été enlevé? Le camping est payant. Donc toutes les personnes qui y accèdent sont généralement vues à l'entrée, mais malheureusement, aucun témoin n'a pu confirmer quoi que ce soit d'inhabituel ou de suspect, ou si quelqu'un avait pu quitter le terrain de camping à ce moment-là par exemple. Bien que peu probable pour un enfant de 2 ans, mais Jimmy aurait peut-être pu sortir du camping-car tout seul, puis s'être fait attaquer par un animal par exemple, ou s'être fait enlever par quelqu'un, ce qui pourrait expliquer les cris. Dans cette affaire, beaucoup de points d'interrogation existent. Par exemple, on ne sait pas si la porte du camping-car était simplement fermée ou carrément verrouillée, ce qui est une énorme différence. On ne sait pas combien de temps les parents se sont absentés du campement. Aussi, durant la recherche, on ne sait pas si des chiens pisteurs ont été utilisés ou pas, et on n'a aucun détail sur les aboutissants de la battue. Si une brigade cynophile a été utilisée par exemple, est-ce qu'une piste a été localisée? Sinon, est-ce qu'on a pu trouver des empreintes ou peut-être des traces de pneus? Ou quoi que ce soit qui pourrait permettre de résoudre cette affaire? On ne sait pas. À la différence de Wesley, par contre, Jimmy, lui, est encore porté disparu et aucune piste n'est à ce jour trouvée. Jimmy était une parenthèse assez large parce que je trouvais ça vraiment intriguant toutes les similitudes avec Wesley, notamment l'histoire des cris. Mais pour revenir aux cueillettes de baies, le 9 mai 1935, au Canada, Jack Pike a lui aussi disparu au Manitoba, plus précisément à Saint-Norbert. Jack Pike n'avait que 5 ans. La famille Pike est partie de leur résidence à Saint-Vital jusqu'à un champ de bleuets près de Saint-Norbert. Ils étaient sur le terrain du monastère des moines trappistes, pas très loin de la rivière Rouge. Une fois débarqué de la voiture, Jack a couru à travers la brousse et il n'était hors de vue que quelques minutes lorsque sa mère a entendu quelque chose de très troublant. Lors d'un interview au Leader Post donné le 7 septembre 1935, la mère de Jack a déclaré qu'elle avait entendu son fils crier, comme s'il était terrifié, que son cri semblait avoir été étouffé en plein milieu, donc comme si quelqu'un tentait de l'empêcher de crier, quoi. La mère, affolée, a couru les 100 mètres qui semblaient la séparer des cris, mais n'a malheureusement rien trouvé.
Charles, son mari, est arrivé rapidement derrière et ils ont tous les deux fouillé toute la zone en appelant leur fils à pleine gorge. Mais ils n'ont malheureusement trouvé aucune trace du petit garçon. Les Pike ont alors appelé la police et une battue a été mise en place et a duré 4 jours. Pour l'époque où ça s'est produit, la recherche de Jack Pike a été considérée comme la plus grande de l'histoire du Manitoba. Plus de 2000 personnes ont fouillé la rivière, les berges, les buissons, les arbres et les champs, mais sans jamais rien trouver. Le 4e jour, un homme qui était en train de chercher sur la rive opposée a trouvé Jack étendu sous un buisson. Le garçon était inconscient, mais toujours vivant. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a reçu une transfusion sanguine de son père, ainsi que d'autres soins d'urgence. À un moment donné, Jack s'est réveillé et a dit « Salut papa ». Tous les espoirs étaient tournés vers la survie du petit garçon, mais malheureusement, il rendra l'âme à peine quelques heures plus tard. Maintenant, le truc trop bizarre et la question que nous devons tous nous poser ici, c'est comment Jack, du haut de ses 5 ans, a fait pour se trouver sous ce buisson, sachant que pour se trouver là où il était, il devait impérativement traverser une rivière et marcher un peu trop beaucoup à partir de là où il a été vu pour la dernière fois. Beaucoup de personnes ont été étonnées que Jack soit allé aussi loin et ait survécu aussi longtemps. Au final, Jack serait malheureusement diagnostiqué mort de déshydratation ou d'hypothermie après avoir passé 4 jours entiers sans nourriture ni eau dans la nature. La police avait bien sûr de fortes suspicions d'enlèvement, mais aucune preuve ni aucun suspect n'ont été identifiés et donc la piste a été abandonnée. J'avais prévu de vous parler d'encore 2 autres cas de disparition d'enfants lors de cueillettes de baies, mais honnêtement la vidéo ferait 2 heures. Du coup voilà, j'ai préféré m'arrêter ici. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires dans ce genre, dans le genre disparitions étranges, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon bien sûr, je veux absolument entendre vos théories et vos avis sur les histoires d'aujourd'hui. Bon j'ai vraiment plus rien à dire, alors passez un bon week-end, profitez à fond, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse trop chaud, et surtout, restez prudents. Ciao!